Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Andréane Lefebvre. Je suis conseillère en mobilisation des connaissances pour le Centre Interaction. Je vais être votre animatrice, modératrice pour aujourd'hui. Euh, Très rapidement, là, le Centre Interaction, je voulais vous le présenter. Donc, c'est un centre de recherche qui est établi depuis 2001 puis qui étudie les réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et le secteur public. Euh, c'est vraiment important pour le Centre Interaction, le rapprochement entre la recherche et les milieux de pratique. C'est une de nos priorités d'ailleurs pour essayer d'améliorer la collaboration entre les institutions publiques et le communautaire dans différents secteurs. Comme aujourd'hui, on parle de violence entre partenaires intimes. Si vous étiez à la dernière Midi Interaction, on a parlé de l'intégration des personnes immigrantes dans les métiers de la construction. Donc, c'est différents sujets comme ça qu'on aime traiter. Notre programmation de recherche, ça tient compte de la diversité des populations puis des milieux de vie. Ça veut contribuer au développement de pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et la pleine participation des citoyens et des citoyennes. Les médias interactions ont comme objectif de créer un espace pour échanger avec nos partenaires sur les résultats de la recherche et approfondir les retombées de nos projets. Parmi les autres thématiques qu'on va traiter bientôt, ce sera, par exemple, les pratiques en mobilisation des connaissances, le projet Air ouverte ou Priorité jeunesse aussi. Donc, si vous voulez vous abonner à notre infolettre ou à notre page Eventbrite pour ne rien manquer de ce qui suivra. Pour ce qui est de la thématique d'aujourd'hui, comme je vous disais, ça va commencer par une présentation des résultats de la recherche avec des communications de nos partenaires sur le terrain qui vont vous parler des retombées des projets. Et j'aimerais vous présenter Nassera Touati, qui est directrice scientifique de l'équipe Regard, dans le cadre duquel le projet a été effectué, et professeure titulaire de NAP, pour vous dire quelques mots sur le sujet. Donc, tu peux y aller, Nassera. Alors, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, pour vous présenter succinctement Regard, je dirais que c'est une équipe qui existe aussi depuis belle lurette et j'assure la direction scientifique depuis pratiquement 6-7 ans. C'est une équipe en partenariat financée par le FQRSC et c'est une équipe donc qui travaille étroitement avec les acteurs du milieu. En fait, nos partenaires, c'est des acteurs du secteur socio-sanitaire. Donc, on a comme partenaire le CIUS du nord de l'île. On a aussi le CIS de Laval. On travaille avec le milieu communautaire, notamment la table de quartier de Montréal-Nord, mais aussi des tables de concertation à Laval. On travaille aussi beaucoup avec le milieu municipal, en fait, avec l'arrondissement de Montréal-Nord, mais aussi avec la ville de Laval. Et en fait, notre programmation, est vraiment très orientée par les besoins du milieu. Donc, on part des besoins du milieu pour développer des projets de recherche qui visent à développer des nouvelles connaissances. Et donc, on travaille sur des problématiques sociales complexes comme les problématiques jeunesse, on travaille sur les problématiques d'immigration, on travaille aussi sur les problématiques de violence, on travaille sur des problématiques environnementales comme la mobilité durable, sur les services de proximité. Bon, bref, on touche pratiquement à tout. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller aussi sur le site Regard. En fait, toutes ces problématiques nécessitent en fait une collaboration entre différents acteurs parce qu'il n'y a aucun acteur qui a les ressources en termes d'expertise ou autres pour attaquer enfin, à lui seul la problématique. Donc, ça prend vraiment un travail en réseau. Et donc, ce qu'on vise à analyser, c'est comment est-ce que tous les acteurs réussissent à se coordonner, quelles sont les retombées de l'accès en réseau pour les populations concernées, comment est-ce qu'on apprend à travers le temps malgré l'incertitude et tout. Et donc, dans le cadre de la programmation de Regard, on a été justement interpellé par l'arrondissement de Montréal-Nord qui voulait avoir un accompagnement de la recherche pour justement documenter ce qui se fait en matière de lutte contre la violence conjugale. Et donc, ça a commencé il y a, je pense, 3-4 ans, là. Et pour réaliser le projet, on a eu la belle idée de recruter Tatiana, avec qui je collabore depuis justement quelques années. Et donc, c'était un projet qui, en fait, s'inscrit dans le temps. On a commencé d'abord à regarder comment on a élaboré le plan d'action, comment les gens ont travaillé ensemble, c'était quoi les enjeux. Et ensuite, on a en fait travaillé avec eux autour d'un projet beaucoup plus circonscrit qui touche justement toujours la problématique de la violence conjugale, mais qui concerne plus les personnes immigrantes et les personnes racisées. Et donc, je vais laisser
laisser Tatiana présenter les résultats du projet avec Sonia et je pense que c'est une belle paire pour réaliser ce projet. Alors, Pendant le passage du casque, je vais vous présenter Tatiana Sanueza Morales, qui est stagiaire postdoctorale au Centre Interaction et dans l'équipe Regard, qui va commencer par une brève mise en contexte et présentation du projet. Ensuite, on va enchaîner avec des extraits de témoignages qui ont été narrés par des personnes qui ont participé au projet. Et ensuite, on ira directement aux résultats de la recherche avec Tatiana et Sonia Mickelson, qui est candidate au doctorat à l'Université de Montréal. Donc, Tatiana, si tu veux y aller brièvement, mise en contexte, puis ensuite, je vais pouvoir enchaîner avec les extraits. Oui, merci beaucoup, Andréane. Il faut dire aussi que aujourd'hui, on avait une rencontre de la communauté pratique en violence conjugale et violence dans les relations intimes chez les jeunes. Et nous sommes en présentiel dans le local de CGE qui nous a prêté cet espace pour parler sur le sujet. Et comme a dit Nacera, cette recherche s'inscrit dans un projet nommé vers des changements systémiques pour éliminer la violence subie par les adolescentes et les femmes immigrantes, qui à son tour s'inscrit dans un plan d'action collectif élaboré l'année 2021 et lancé l'année 2022. Un plan qui a été élaboré par plusieurs partenaires du secteur communautaire, secteur institutionnel, avec le soutien du Centre d'interaction. Et avec ces plans d'action, ces stratégies, ces projets ont vu le jour et a permis de développer plusieurs volets. Un volet, c'est le volet recherche et on va parler aujourd'hui de quelques résultats. C'est un peu plus large, mais on va essayer de partager avec vous quelques résultats de cette recherche. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour introduire les résultats de recherche, on va commencer par des extraits narrés, des entrevues sur lesquelles se base le projet. Donc, je vais vous partager cette capsule vidéo. Parfait. Donc, vous voyez bien mon écran. Allons-y. Beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas. On est à peine rendu dans les pays. Je ne connais pas et puis je ne sais pas comment faire pour aller chercher les ressources. Pour moi, c'est difficile de m'adapter car mon père n'a pas d'emploi et les réfugiés, ils n'ont pas d'argent. Je suis tombée dans des situations où j'étais jugée, où je sentais qu'il y avait une certaine injustice. C'est sûr qu'il y a comme une recrudescence de la violence, on va se le dire. Pendant vue d'une personne qui a grandi à Montréal-Nord, c'est la richesse, c'est la jeunesse, c'est l'intégration, c'est le multiculturalisme, c'est l'intergénérationnel qui cohabitent ensemble d'une façon tellement exceptionnelle. On est des arrondissements qui ont la chance d'avoir beaucoup d'organismes divers et variés. Donc ça, pour moi, c'est une richesse. Moi, j'ai l'impression que les relations amoureuses ici à Montréal-Nord, c'est comme si les gens, les filles, les femmes, elles sont trop bas. Les hommes sont trop au-dessus d'elles. Comme si les hommes les prenaient pour des poupées ou des bijoux. Il y avait une femme qui me disait « Ça fait 4 ans, je suis séparée, moi et mon mari, mais je ne suis pas sortie de la maison parce qu'il m'a menacée de prendre les enfants et partir au pays d'origine. » La plupart, c'est des gars que la fille, elle va tout payer pour lui, ses coiffures, ses chaussures et ses boucles d'oreilles. J'ai une amie, mais elle a quitté l'école. Son gars la battait. La violence persiste, elle persiste, mais c'est de la violence psychologique. Si on a des enfants, avec les enfants, des fois c'est l'amour. Des fois c'est la peur de ne pas avoir personne dans sa vie. Notre culture ne permet pas à la femme de quitter la maison. C'est comme une honte. J'ai une pote, elle est en couple avec un gars. Le gars, il l'a trompée 7 fois et à chaque fois, ils revenaient l'un vers l'autre. Pour moi, la fille n'a aucune valeur pour elle.
Alors, elle n'a pas une haute estime de soi. J'étais chanceuse de rencontrer quelqu'un qui comprenait bien le pattern de violence et qui m'a mise sur la bonne voie. Ça fait que j'ai eu la chance d'avoir un bon réseau. Mes amis faisaient à manger, prenaient mon fils, puis ils ne m'ont jamais forcé à aller faire la plainte et c'est ce dont je suis reconnaissante. Ils connaissent vraiment pas grand-chose à la violence conjugale à part « Non, tu n'as pas le droit d'accepter ». Tout le monde a été comme patient. Ils ont accepté mon rythme. Dans tous les centres de femmes ou les maisons de femmes que j'ai fréquentées, les intervenants sont vraiment ouverts d'esprit et sont là pour aider une femme qui a besoin d'aide, peu importe son origine. Nous sommes isolés, comme je vous ai dit. Il faut aller en groupe pour participer, pour parler, pour discuter. J'ai besoin de voir le monde et j'aime travailler. Je pense que si vous cherchiez une solution, ce serait déjà bien de souvent avoir des discussions comme ça, mais avec des gars, avec eux. Avec quoi il faut aussi développer des activités pour les parents et laisser aux parents parler de ce sujet. De comprendre la violence, c'est quoi une violence psychologique, une manipulation, parce qu'il y a des hommes là qui vont jamais te frapper, mais tu vas rester dans ce pattern de violence. Ce que je conseille aux organismes, c'est de rentrer en quelque sorte dans les communautés. Par exemple, allez quand il y a des événements et tous les fêtes nationales ou une fête religieuse. Il faut contacter ces femmes. Donc, quoi de mieux que de rendre la parole aux personnes premières concernées dont on voulait souligner la participation aujourd'hui. Donc, Tatiana et Sonia, je vous invite à continuer avec les résultats de la recherche. Oui, merci Andréane. Je cherche mon souris qui est trop petite, mais il faut dire qu'avant de présenter les résultats de la recherche, que ces voix, ces paroles ont été liées par des autres personnes, pas les femmes et les adolescentes participant à la recherche, comme façon de protéger l'identité des femmes. Alors, j'ai trouvé ma souris et je vais partager mon écran justement pour présenter les résultats. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, voilà. Alors, nous étions une équipe de chercheurs et des assistants de recherche qui ont mené, comme on avait dit, cette recherche dans les projets, un projet d'intervention qui est visé des changements systémiques. Et comme nous avons entendu dans la capsule de témoignages, des femmes et des adolescents nous ont partagé leur vécu, leurs expériences de violence, mais aussi leur perception de Montréal-Nord, les raisons pour lesquelles c'est difficile de demander de l'aide, des suggestions pour améliorer l'accès aux services. Et dans cette présentation, nous avons organisé les résultats en lien avec les barrières d'accès aux services. Il y a plusieurs résultats. Je vous invite à lire les 2 rapports qui ont été produits par l'équipe des recherches, mais aussi par l'équipe des partenaires qui ont collaboré tout au long du processus pour bien mener la recherche. Et ça, c'est le plan aujourd'hui très ambitieux pour partager avec vous et on espère que permettre de partager vos inquiétudes et vos questions à la fin. Et pour commencer, c'est important d'avoir un petit langage commun et je vais juste parler vraiment de 2 concepts de termes clés, les systèmes et les changements. Si on parle des systèmes, on parle on fait référence à un ensemble d'éléments, des éléments qui interagissent entre eux et des éléments qui sont interdépendants. Par exemple, les normes, les attitudes, les politiques, les réseaux,
les ressources et les pratiques sont des éléments qui font partie d'un système. Et tous ces éléments composent un système. Quand on parle de changement systémique, on parle d'une transformation de plusieurs éléments d'un système. Alors, un projet qui vise les changements systémiques vise à éliminer des éléments d'un système, pas de changer la personne. On ne veut pas changer les femmes dans ce cas pour qu'elles s'adaptent dans un système qui entretient les facteurs qui reproduisent la violence. On vraiment vise à changer les éléments du système. Pour être cohérent avec cette idée, nous avons justement utilisé un modèle théorique, le modèle écologique, et comme vous voyez, ces modèles nous invitent à regarder plusieurs systèmes, les macrosystèmes, l'exosystème, microsystème et les ontosystèmes ou systèmes individuels. Et on voit les éléments dans ces systèmes, non? Les idéologies, les normes et les politiques dans les niveaux macro, dans les niveaux exosystèmes, les services, la qualité des services, l'accessibilité des services et l'environnement. Dans les niveaux micro, on voit le voisinage, on prend en considération la famille, l'école, le travail. Et pour le niveau individuel, la personne, ses croyances, les problèmes de santé, etc. Alors, dans ces cadres, on a réalisé cette recherche et de regarder quels sont les éléments dans le système qui sont un obstacle pour que les femmes et les adolescentes immigrantes victimes de violences conjugales et des victimes dans les relations intimes chez les jeunes peuvent avoir dans la demande d'aide. Alors, Sonia va continuer pour expliquer un peu la méthodologique et les résultats, et après, on revient avec les recommandations. Merci beaucoup, Tatiana. Alors, c'est ça. Parce qu'on a adopté une approche systémique et socio-écologique, on voulait non seulement parler avec les femmes et les adolescentes qui peuvent être affectées par la violence entre partenaires intimes, mais aussi les organismes communautaires. Parce que c'est eux qui travaillent avec ces femmes et adolescentes chaque jour. Alors, on a vraiment eu deux objectifs. Alors, premièrement, de mieux comprendre les besoins des organisations en matière de la violence entre partenaires intimes et comment ils pourraient mieux soutenir les survivantes. Et on a vraiment sondé des organisations qui ne sont pas spécialisées dans la violence entre partenaires intimes parce que d'un point de vue statistique, ils travaillent probablement avec des femmes touchées par la violence entre partenaires intimes, même s'ils ne savent pas leur réalité. Et deuxièmement, de mieux comprendre les besoins des femmes et des adolescentes en matière de violence entre partenaires intimes et comment les mieux intégrer ou mieux soutenir leur intégration socio-économique, parce que ça, c'est vraiment un facteur de risque de la violence entre partenaires intimes. Alors, on a utilisé plusieurs méthodes. On a fait une recension des écrits parce qu'on n'a pas besoin d'inventer la roue. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. On a fait des sondages avec des travailleurs ou travailleuses des organismes à Montréal-Nord, des entretiens avec des femmes immigrantes ou racisées et les groupes de discussion avec des adolescentes. Cette recherche a été véritablement un processus de collaboration. On a travaillé avec deux tables de concertation, la table Oser au féminin et la table de quartier de Montréal-Nord, ce qui est composé de plusieurs organismes communautaires. Eux, ils ont nous aidé à élaborer le protocole et les instruments. Ils nous ont également aidé à recruter. Comme vous pouvez le voir, on a traduit les différents dépliants en plusieurs langues, y compris le créole, l'arabe, l'espagnol, anglais et français, afin d'essayer d'atteindre le plus grand nombre de femmes et adolescentes possible. Et l'objectif global de cette recherche est vraiment de mener à des changements systémiques, comme Tatiana l'a mentionné. Sur la base des résultats, nous avons développé des formations pour les travailleurs de Montréal-Nord sur la violence entre partenaires intimes et on va également travailler avec des organisations pour améliorer leurs pratiques et politiques. Au total, nous avons sondé 23 travailleurs ou travailleuses de représentants de 19 organisations non spécialisées dans la violence entre partenaires intimes.
Alors, il s'agit des organisations qui travaillent avec les jeunes, avec les femmes. Il y avait aussi des organisations d'employabilité, des écoles secondaires. Alors, on a vraiment essayé de trouver une population diverse. On a aussi réalisé des entretiens avec 7 femmes, 6 femmes qui ont immigré au Canada et un né ici, mais qui appartient à une minorité ethnique. Et on a aussi organisé 3 groupes de discussion avec des adolescentes âgées de 14 à 19 ans. Alors aujourd'hui, on va surtout nous concentrer sur les résultats obtenus auprès des femmes et des jeunes filles, mais je voulais juste souligner quelques résultats importants de nos enquêtes auprès des organisations. Alors, comme on peut voir, la grande majorité, plus que 90% des travailleurs ont déjà rencontré une cliente qui était victime de violences entre partenaires intimes. Mais la plupart des organisations ne disposent pas d'un protocole clair sur quoi faire lorsque quelqu'un partage leur histoire de violence avec eux. Et de plus, pas tout le monde a reçu une formation sur la violence entre partenaires intimes. Alors, je pense que ces résultats montrent vraiment la nécessité d'un projet comme celui-là. OK, alors maintenant, les résultats des femmes et des filles. On voulait vraiment comprendre pourquoi peut-être une femme ou une adolescente ne cherche pas de l'aide ou quels sont les obstacles qu'elle rencontre lorsqu'elle cherche de l'aide et reçoit des services. Et ce que nous avons constaté, c'est que ceux qui passent dans les environnements plus larges, comme les politiques et les pratiques, les normes culturelles, les pratiques organisationnelles, peuvent vraiment se répercuter et affecter les filles et les femmes au niveau individuel, en créant encore plus de défis et d'obstacles. Alors, un exemple, les femmes et les jeunes filles ont décrit comment certaines politiques et pratiques concernant les immigrantes et les réfugiés rendaient difficile la recherche d'un emploi ou l'accès à certains services sociaux. Et cela rend évidemment plus difficile leur intégration socio-économique et peut augmenter le risque d'isolement et la dépendance financière au sein d'une relation amoureuse. Alors, on vous montre quelques extraits. Alors, quelqu'un a dit que l'accès au travail, ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup de délais au niveau des permis de travail. Aussi, l'accès aux garderies subventionnées, c'est pas nécessairement permis pour quelqu'un d'un certain statut d'immigration. Et comme on le disait, la dépendance économique. Mais quand je restais avec lui, il y a des affaires que j'ai remarquées chez lui, mais je me suis dit que je ne vais pas récupérer mes enfants avec monsieur. Là, je dois obtenir un travail pour avoir la liberté. Alors, pour avoir plus d'indépendance, pour pouvoir sortir d'une relation, c'est très important de pouvoir trouver un emploi. Et quand quelqu'un n'a pas l'opportunité de travailler, c'est clair que ça va augmenter l'isolation. Aussi, quand quelqu'un arrive et il y a des barrières linguistiques ou ils sont isolés, ça augmente leur méconnaissance des processus, des politiques, des services disponibles pour eux, incluant celles qui sont pertinentes pour la violence entre partenaires intimes. Un autre exemple, c'est vraiment les normes et les valeurs occidentales ou les systèmes de privilèges. Malheureusement, nous vivons non seulement dans une société occidentale, mais aussi dans une société qui privilège les personnes blanches nées au Canada. Alors ça peut influencer non seulement leurs opportunités socio-économiques, comme je viens de le décrire, mais aussi juste les pratiques organisationnelles. C'est malheureusement le fait que pas tous les organismes sont adaptés pour les besoins des femmes immigrantes ou d'une culture différente. Alors ça peut vraiment influencer, ça peut augmenter la méfiance envers les institutions au sein de certaines communautés parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ont des mauvaises expériences avec les services où il y a un sentiment de pression ou de jugement si les travailleurs ne comprennent pas bien ce que la femme veut vraiment ou ce qu'elle a besoin d'aide avec. Alors, une femme a partagé avec nous qu'elle ne sent pas toujours représentée
quand elle utilise des services d'un organisme communautaire. Elle a dit, moi, je veux voir qu'il y a des gens là-bas qui travaillent, qui me rassemblent, qui parlent ma langue aussi. Si tu as l'opportunité d'aller à un organisme pour femmes où il y a juste des femmes québécoises, peut-être je ne vais pas me sentir à l'aise. Il y avait aussi plusieurs femmes qui ont partagé leurs expériences personnelles avec des services et des organismes. Il y avait qui ont partagé des exemples très positifs, mais d'autres qui ont malheureusement eu une expérience négative. Alors ça peut vraiment influencer leur décision à chercher de l'aide dans le futur. S'ils ont une mauvaise expérience, c'est très possible qu'ils vont juste laisser passer l'idée de parler avec quelqu'un. Il y a aussi quelque chose au niveau macro de considérer, alors les normes culturelles et de genre du pays d'origine. Alors, ce qu'on a vu, c'est pas juste parce qu'ils ont immigré au Canada qu'ils adoptent automatiquement nos valeurs, nos normes de genre. C'est quelque chose très souvent qui est persistante. Ils amènent leurs valeurs avec eux et ça peut mener à le fait que la violence en partenaire intime est un sujet tabou au sein de certaines communautés. Et si c'est quelque chose qui est tabou au sein de leur communauté, probablement les personnes proches dans leur vie, soit les parents, famille, les pères, ça peut être aussi un sujet tabou. Alors, ils ont moins de soutien à ce niveau-là, ce qui mène à une mauvaise compréhension des relations saines, peur de l'amour, banalisation de la violence entre partenaires intimes. Alors, une femme a partagé avec nous, c'est un tabou pour nous, les femmes de mon pays. Elle garde la culture de son pays, elle sait que les femmes subissent la violence, mais elle ne dit rien. Et c'est quelque chose que les adolescentes ont partagé avec nous, c'est que c'est pas quelque chose, les relations saines, les relations amoureuses, la violence, c'est pas quelque chose que les parents discutent avec eux, malheureusement. Quelqu'un nous a dit, ils te prennent pas au sérieux. Mes parents m'ont dit, c'est ton ami qui t'a influencé. Ou ils disent, tu as de la bouffe, tu as une chambre avec un lit, c'est assez. Mais il n'y a pas que ça. Alors, vraiment comme l'idée qu'il y a d'autres priorités, les besoins immédiats comme la nourriture, un logement et tout ça, si tu as ça, tu n'as pas besoin de plaindre. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, les adolescentes, les femmes aussi, se sentaient qu'il n'y avait pas toujours quelqu'un à parler avec à ce sujet. Alors, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler avec notre entourage, c'est clair qu'on va avoir une mauvaise connaissance des relations saines. On n'a pas de modèle pour nous démontrer comment être dans une relation saine. Alors, une adolescente a partagé avec nous, j'ai l'impression aussi qu'on ne sait pas comment aimer et être aimé. Je ne sais pas. J'ai remarqué sur moi-même et sur les autres, on ne sait pas comment communiquer quand on est en couple. Une autre adolescente a partagé avec nous que dans son entourage, il y avait presque une banalisation de la violence entre partenaires intimes. C'est quelque chose de juste normal. Elle a dit qu'elle avait une amie, que son chum lui frappait, mais elle disait que ça veut dire que le gars t'aime. C'est normal, c'est normal. Et c'est clair qu'il y avait beaucoup plus de résultats. C'est très difficile de tout partager dans une présentation de 20 minutes, mais juste aussi d'autres exemples au niveau de santé mentale, le manque, juste l'accessibilité aux services, ça peut, dans un environnement, un quartier, un arrondissement, il peut avoir des services disponibles, mais si les femmes habitent loin, où ils n'ont pas accès à une voiture ou le transport en commun, c'est difficile. Tout ça, ça va aussi influencer si elles décident de rechercher de l'aide. Alors, c'est quelque chose de très complexe. C'est non seulement comme juste, c'est pas une décision facile à faire. Alors, je veux juste souligner ça. Merci Sonia. C'est certain qu'il y a plusieurs résultats qui nous montrent
La pertinence de cette approche de regarder dans les différents niveaux et les obstacles qui vont jouer un rôle important dans la solution et l'accès aux services des femmes et des adolescentes. Il faut dire aussi que pendant notre recension des écrits, on a trouvé pas beaucoup d'études sur les adolescentes. C'est vraiment une lacune des connaissances qui existent et on pense que nous contribuons à augmenter la connaissance sur le sujet en lien avec un groupe que, comme on a discuté aujourd'hui dans la communauté pratique, il n'existe pas beaucoup de ressources et où les filles peuvent y aller. Après ces résultats, on va présenter quelques recommandations. Nous avons choisi un modèle élaboré par Kania et collaborateurs qui se construit à partir de 3 changements structurels, relationnels et transformateurs. Et cet auteur parle de 6 conditions pour pour produire un changement systémique. Alors, pour commencer, on peut commencer par les changements structurels. Il est possible grâce à 3 conditions, non, au niveau politique, pratique et flux de ressources. Et comme vous voyez, nous pouvons dire que c'est un changement structurel, c'est plus explicite parce qu'il implique souvent une modification formelle, par exemple sur les politiques ou sur les règlements existantes ou sur les pratiques adoptées par les organisations. Ou pour des changements sur les entités, dans les entités qui visent à améliorer les conditions de vie, par exemple des femmes et des adolescentes. Aussi, on les trouve les changements dans l'environnement, dans les procédures ou la manière d'allouer des ressources humaines, des ressources financières, la manière de partager les connaissances ou les informations. Alors, nous proposons plusieurs recommandations. Il y a plusieurs autres dans les rapports. Et pour favoriser l'accès aux services des femmes et des adolescents immigrants et racisés, nous soulignons d'abord l'importance de développer des politiques globales visant l'intégration des femmes et des adolescentes et l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est certain que la condition de vie des femmes et des adolescents, ce n'est pas une cause de la violence, mais c'est un facteur important. Et à partir de les propos des femmes et des adolescents, on trouve qu'il manque un dialogue entre les politiques, il manque une communication pour développer des politiques plus intégrales. Par exemple, les politiques d'immigration, d'employabilité, la protection de la jeunesse, la violence entre partenaires intimes. On discutait aujourd'hui justement sur quelques règlements d'accès aux services pour les femmes victimes de violences conjugales qui sont dans un statut précaire d'immigration. Alors, c'est des règlements qui vont empêcher l'accès aux services. Et pour améliorer cet accès, certainement, on doit viser des changements structurels. Une autre suggestion, c'est de mettre en œuvre des politiques au sein des organisations qui promeuvent l'égalité des genres et la sensibilité culturelle. Par exemple, l'embauche des personnes qui reflètent la diversité religieuse, la diversité culturelle ou la diversité ethnique de leur clientèle. Ça, certainement, va améliorer les sentiments de représentation des femmes et des filles dans certains organismes. Un autre exemple, c'est par rapport aux pratiques. Aujourd'hui, on parlait de... ce n'est pas une exigence qu'une femme, par exemple, porte plainte ou qui quitte la maison, qui quitte le ressort pour recevoir des services. Mais on trouve que, comme je l'ai dit, il y a des règlements ou certaines normes qui vont empêcher à certains groupes de cette population pour avoir accès aux services. Par exemple, le statut d'immigration. Un autre élément, une autre recommandation, c'est par rapport au financement, le système de financement des organisations. Ça, c'est un élément important qui fragilise aujourd'hui les organismes. Et on pense qu'une belle recommandation serait d'allouer des fonds
pour mettre en œuvre des pratiques qui incluent des initiatives et des pratiques culturellement sensibles. Et aussi des financements, par exemple, pour le travail en concertation. Il y a plusieurs autres recommandations, développer une approche basée sur le traumatisme, développer des pratiques d'intervention sensibles culturellement, des services de proximité. On a entendu des femmes parler sur les difficultés de transport à Montréal-Nord, par exemple, qui va justement jouer comme un frein pour aller au service. Pour les changements relationnels, il y a deux conditions pour atteindre ces changements, les relations et connexions et les dynamiques de pouvoir. Et on pense que dans ce niveau, le développement et le renforcement d'un travail collaboratif, inclusif est suggéré. Et ce travail peut se traduire dans un espace intersectoriel, concerté, qui inclut une diversité des acteurs et actrices. Et on parle des acteurs et actrices clés, pas justement les organismes femmes ou les organismes qui ont une mission directe pour travailler la violence. Aussi les organismes en employabilité, les organismes qui travaillent les sports, des organismes adressés aux familles, les institutions, bien sûr, les services, les écoles. Il y a une panoplie des organismes, une variété des organismes qui peuvent jouer un rôle très important, puisqu'on a trouvé dans cette recherche que la plupart des organismes, même s'ils n'ont pas une mission en violence conjugale ou violence dans les relations intimes, il y a des clientèles qui fréquentent ces organismes. Et plusieurs femmes nous ont raconté la possibilité de développer un lien de confiance avec une intervenante d'un organisme pour la famille ou d'un organisme en employabilité. Alors, c'est pour ça que c'est important que la plus grande variété d'acteurs et actrices clés peuvent participer. Même chose pour les leaders religieux, les communautés culturelles sont aussi des acteurs clés, des actrices clés pour travailler, pour participer à ce type d'espace inclusif. Un autre élément important, c'est de maintenir de bonnes relations, des canaux de communication adéquats, de faire face aux rapports de pouvoir. Et ce sont des conditions gagnantes pour mettre en œuvre ce type d'espace et d'avoir un impact collectif. La promotion de la participation des femmes et des adolescents dans la création, dans l'élaboration de ces stratégies pour améliorer l'intégration, c'est une suggestion, une recommandation qui occupe une place importante pour nous. Sont elles les personnes les premières concernées, les personnes qui sont experts de vécu, alors sont elles qui, dans des espaces de participation, peuvent trouver des activités qui vont vraiment répondre aux besoins, à leurs besoins. Le troisième changement, c'est un changement dit transformateur. Et ici, on trouve les modèles mentaux et on parle d'un changement implicite parce que souvent les croyances, les préjugés, les habitudes, même s'ils sont fortement ancrés et façonnent notre façon de penser, d'agir, sont des fois un peu abstraits. Alors, elles sont des fois intangibles ou difficiles à définir. Mais nous considérons que les résultats de cette recherche sont suffisamment cohérents pour suggérer l'importance de travailler à ce niveau, de démystifier les tabous de la violence, de sensibiliser à ces différentes formes, à leurs conséquences, de lutter contre les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes culturels qui soutiennent la banalisation et l'invisibilité de la violence conjugale et des relations toxiques chez les jeunes. Il est important en même temps de travailler sur la perception du territoire. Parmi les femmes et les adolescentes participantes, on retrouve une vision mitigée de Montréal-Nord. La montée de la violence, mais aussi la richesse de la diversité culturelle et la variété des organismes existants sont nommés. Renforcer ces deux derniers facteurs en tant que protecteurs et échanger les perceptions négatives du territoire pourront également aider les femmes et les adolescents à se sentir dans un espace sûr pour demander de l'aide. Comme nous avons dit, la violence intrapaternelle intime a une nature complexe.
Et ça nous invite à nous rappeler que nous devons travailler à différents niveaux pour vraiment transformer les systèmes qui reproduisent ce type de violence. Ainsi, les changements dans les pratiques et politiques publiques peuvent, par exemple, modifier les pensées ou les perceptions, tout comme les changements dans les règlements et les normes peuvent aussi modifier les mentalités. Alors, l'action intersectorielle, l'alliance entre la recherche et le milieu des pratiques, ainsi que la participation des femmes et des adolescents, apparaissent comme des moyens fondamentaux pour réaliser des changements systémiques. Ces projets d'intervention financés par le ministère des Femmes et Égalité des Genres a permis de développer une recherche utile à la transformation de la réalité, qui s'inscrit dans ces projets de transformation, mais qui nous invite à penser les solutions avec une approche écologique, avec une approche qui permet de voir les différents systèmes qui obstaculisent l'accès aux services des femmes et des adolescents immigrantes. On termine avec quelques questions. Pensez-vous que ces suggestions sont réalisables, pertinentes? Comment pouvons-nous inclure tous les parties prenantes? La discussion est ouverte. Juste, on peut dire merci beaucoup et merci surtout les partenaires qui nous ont aidés à développer cette recherche. Et nous, comme équipe de recherche, on a collaboré aussi tout au long du projet qui ne termine pas, qui va terminer bientôt l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana et Sonia, pour la présentation des résultats de la recherche. Si tu veux enlever le partage d'écran, ça serait splendide. Merci beaucoup. Donc, pour continuer, puis on va avoir le temps d'aborder ces questions-là plus tard, mais je veux juste présenter deux de nos collaboratrices qui sont dans les milieux de pratique et qui vont nous parler un peu des retombées du projet pour leur milieu concrètement. Donc, premièrement, j'aurai Mme Dorca Destinoble, qui est directrice générale de Impulsion Travail, et Geneviève Legault, qui est intervenante psychosociale pour l'organisme Unis vers elle. Donc, je vais leur laisser la parole tour à tour pour parler des retombées et de leur milieu. Donc, Dorca, tu peux y aller. Donc, merci beaucoup, Andréane. Donc, c'est clair que oui, Impulsion Travail, c'est un centre conseil en emploi. Donc, on accueille des adultes âgés de 30 ans et plus dans leur parcours en employabilité. Et le premier effet, ça serait peut-être de se dire qu'un centre conseil en emploi semble éloigné de la sphère de la violence conjugale. Mais il faut se rappeler que nous sommes quand même un acteur communautaire qui est au service d'une vocation sociale. Donc, on accueille une clientèle majoritairement féminine, particulièrement issues de l'immigration. Donc, on a cette responsabilité d'accompagner ces femmes, une catégorie qui est historiquement marginalisée. Donc, ça implique parfois d'aller au-delà de la mission initiale. Donc, que ce soit l'ancienne direction d'Impulsion Travail, parce que moi, ça fait 1 an que je suis arrivée à la direction. Donc, je peux vous confirmer que Impulsion Travail a toujours eu une posture active, que ce soit dans les réflexions, que ce soit dans les actions, qui finalement ont conduit à la mise en place de ce projet de lutte contre la violence faite aux femmes. Et plusieurs des conseillères en emploi d'Impulsion Travail ont facilité, on va dire, la mobilisation de femmes expertes de vécu, notamment dans la collecte de données pour la partie recherche du projet. Donc, je ne vous apprends rien, il y a très, très, très peu d'études sur la condition féminine immigrante. Et ce très peu d'études-là fait un lien direct entre femmes immigrantes et barrières linguistiques, femmes immigrantes et non-reconnaissance des diplômes, des qualifications, emploi précaires, emploi non syndiqués. Et ça, c'est des obstacles majeurs à l'intégration sociale, à l'intégration économique de ces femmes. Donc, quand on parle d'obstacles à l'intégration sociale et économique, donc on comprend que ça constitue un autre facteur de risque pour la violence conjugale. Donc, l'importance d'avoir cette recherche à Montréal-Nord, donc qui établissait effectivement le lien entre la violence conjugale et les obstacles que j'ai cités. Donc, pour nous, c'était vraiment primordial. Donc, c'est très important d'inclure effectivement la dimension sociale et économique dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc,
Tatiana, je pense qu'elle a lancé quelques questions. Donc, il y a vraiment des questions cruciales à laquelle tous les acteurs du milieu doivent répondre, qu'on soit en employabilité, loisirs, sport, peu importe. C'est comment créer ce changement systémique qui peut avoir des retombées positives pour les femmes et les adolescentes touchées par la violence conjugale ou la violence dans les relations intimes dans notre communauté. Donc, pour Impulsion Travail, la réponse, elle est claire. Donc, c'est contribuer à construire une communauté qui soit plus sensibilisée, qui soit plus outillée, où chaque femme ou celle en devenir donc, peut trouver le soutien nécessaire pour briser le cycle de la violence grâce à des services adaptés. Merci. Merci beaucoup, Dorca. Alors, pendant le changement de casque, je vous rappelle donc qu'on passe la parole à Geneviève Legault, intervenante psychosociale pour l'organisme Univerel. Alors, Geneviève, tu peux y aller. Merci, Andréane. Oui, d'abord, qui suis-je? Je suis intervenante psychosociale à Univerel. Univerel étant un service externe spécialisé en violence conjugale post-séparation. Nous, dans le fond, on a été impliqués depuis le début du projet financé par Femmes Égalité de genre, alors que plusieurs actions du plan d'action en violence conjugale et en violence entre partenaires intimes chez les jeunes à Montréal-Nord sont inscrites, dans le fond, le projet, c'est ça, s'inscrit dans le plan. Nous agissons en tant que membres engagés et partenaires du projet. Bien sûr, en tant qu'organisation spécialisée en violence entre partenaires intimes, notre implication est nécessaire pour le partage de notre expertise en la matière auprès des autres partenaires. D'ailleurs, mon expérience en tant qu'intervenante, Univerel ayant son principal point de service à Montréal-Nord, il était important de partager l'expérience qui se passe sur le terrain auprès des femmes que j'ai rencontrées, mais aussi des différentes sensibilités qu'il est important d'apporter lorsqu'on parle de violence. Les résultats du projet ont mis en évidence la nécessité de partager les différents services qui sont offerts pour la VPI, alors que la méconnaissance de ceux-ci a été soulignée comme étant un obstacle à la demande d'aide pour les femmes et jeunes femmes immigrantes qui vivent de la violence. De plus, la méconnaissance des services de la problématique s'avère aussi un obstacle au référencement des professionnels vers les organismes spécialisés. En effet, l'information et la sensibilisation sur les différentes réalités vécues engagent une plus grande sensibilité à leur réalité et des nombreux défis qui y sont rattachés. Cela permet un accompagnement qui considère l'intersectionnalité qui compose le quotidien de ces femmes et jeunes femmes. Pour cette raison, je me permets de vous inviter à contacter les organismes spécialisés pour obtenir des conseils, que ce soit pour du soutien, pour du référencement d'une personne que vous rencontrez, mais aussi pour obtenir du soutien dans l'évaluation du risque. C'est pour ça qu'on est là. Aussi, il a été démontré par le projet que la collaboration entre les différents acteurs est nécessaire pour une meilleure réponse aux besoins qu'une même situation peut présenter. Tout comme nos statistiques le prouvent à Univerel, le rapport confirme que l'accompagnement des personnes victimes est indispensable et bénéfique pour leur cheminement. Effectivement, dès que la violence en mêle, on sait que toutes les démarches deviennent beaucoup plus difficiles. En d'autres mots, les résultats démontrent entre autres l'importance du partenariat, de la mobilisation, mais aussi de la sensibilisation dans la lutte contre le VPI. En effet, employés, employeurs et membres de la communauté doivent s'impliquer pour que de réels changements aient lieu. Donc, à titre d'organisation spécialisée en tant que femme, je vous le confirme, la violence, c'est l'affaire de tous. Merci. Merci beaucoup, Geneviève, pour cet appel à vous appeler justement dans les moments nécessaires. Pour terminer, je passerai la parole à Sonia Para-Jordan, qui met le casque à l'instant et qui est chargée de projet pour la table de quartier de Montréal-Nord. Donc, Sonia, si tu veux nous parler brièvement des prochaines étapes pour vous et de comment vous voyez ça pour la suite. Oui, merci, Andréane. Encore une fois, merci à tous les partenaires, toutes les personnes qui sont présentes ici du milieu communautaire institutionnel. Oui. Ce beau projet de recherche-action se termine bientôt en mars de 2024, mais il nous reste une période bien remplie d'activités. Si bien Tatiana et Sonia viennent de nous présenter la partie recherche, ce projet aussi a des autres volets. Il y a un volet formation, il y a un volet intervention qui se passe dans ce moment. Pour commencer, il y a
la formation a été adaptée aux besoins de Montréal-Nord pour mieux adapter les services aux réalités des femmes immigrantes et racisées. Mais oui, la formation a été adaptée en fonction de la recherche du même projet. En résumé, ce qu'on a abordé dans la formation sont bien sûr des thématiques sur la violence entre partenaires intimes, mais aussi le statut migratoire et les complexités que le statut migratoire peut apporter à la situation de violence conjugale, violence dans les relations intimes. Aussi, on a parlé de l'intersectionnalité et de l'approche anti-oppressive. Et aussi, la collaboration intersectorielle est clé. Et je peux vous dire que maintenant, il y a un momentum avec les acteurs et actrices communautaires institutionnels à Montréal-Nord parce que cette collaboration intersectionnelle commence vraiment à prendre plus de force. Une des autres activités de projet, c'est bien sûr la communauté de pratique. Alors, un des défis qui va rester après la fin du projet, ça sera que donner la pérennité à la communauté de pratique, par exemple, ça sera aux acteurs et actrices du milieu de reprendre cet espace qui est pour eux pour pouvoir le transformer et l'utiliser, continuer à l'utiliser. Aussi, on vise à organiser un atelier avec les directeurs et directrices des organismes et des institutions afin d'aller d'un outil d'opérationnalisation, les guider dans la mise en œuvre des changements systémiques pour les projets. Alors, ce sont les actions à venir pour les projets, mais c'est tout pour moi. Je vous remercie à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia, pour les sites du projet. Donc, en effet, ça termine la période de présentation. Donc, je remercie tout le monde qui a participé à la rencontre d'aujourd'hui. Il nous reste 30 minutes là, pour des échanges et des questions. Comme je vous avais prévenu au début, je vais terminer l'enregistrement, puis je vous demanderai de rouvrir vos caméras si ça vous tente de discuter. Donc, merci beaucoup et on se revoit dans 30 secondes dans la période de questions sans enregistrement.